Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Écho. La force de cette collection réside dans la puissance de ses témoignages. Chemin d'une vie ordinaire secouée par un élément extraordinaire qui vous fait devenir quelqu'un d'autre, qui vous force à vous ouvrir, à écrire. Le vécu des auteurs, leur capacité de résilience, leur regard critique sur les événements qu'ils ont traversés font de cette collection un ensemble qui résonne chez le lecteur et le rend acteur de sa lecture. Cette collection fait l'écho de votre aventure, l'aventure d'une écriture. Déjà paru dans cette collection. Nicole Versailles, Mon rendez-vous avec Horton 2019. Letty Leruit, Sa guitare et son chat. L'histoire de Mike 2019. Alain Dantine, 68 rue des Écoles 2019. Ali Talib et Aliette Grise, Maman, je suis un réfugié 2019. David Lallemand, Croisillon presque 50 2019. Sébastien Solo, Pourquoi pas? La magie du chemin de Compostelle 2020. Dédicace. Pour ton papa André, ton frère Guillaume et Clélia, ton amour pour toujours. Exergue. Je jouerai du même harmonica. Je verrai le même arbre là-bas. Serais-je heureux sans toi? Pourquoi pas? Rien que d'y penser, ça me glace à chaque fois. Gigi Goldman, Si je t'avais pas. Préambule. J'ai débuté ce journal quelques 3 mois après le décès de notre fils Renaud. L'écriture est un moyen de demeurer au plus près, sinon de son corps, du moins de ce qu'il était comme personne, comme homme, comme fils, notre cadet, le frère taquin de Guillaume, le petit-fils adoré de sa mamie et de son papy amoureux de Clélia, et super cousin de Marie, de Nicolas, de Thomas et de Tom, le pote, le Renan de ses amis. Tant de surnoms qui le désignaient sans pour autant le définir. Celles et ceux qui l'ont aimé, côtoyé, effleuré, approché de près ou de loin le reconnaîtront. Que de facettes nous constituent, miroirs par lesquels se projettent nos envies, nos désirs, nos inclinations, nos empathies ou nos dégoûts. Nous sommes une multiplicité si complexe. Nous ne nous présentons jamais que sous certains angles. Ainsi en va-t-il des perspectives qu'offre un paysage, difficilement abordable dans sa globalité. Renaud était un large panorama. Il proposait à l'œil et à l'esprit de tendres reliefs, de jolis coins de repos, des sinuosités surprenantes, une variété de points de vue intéressants. Renaud était une pépite qui a traversé notre existence comme une météorite, laissant derrière lui un cratère immense, une lumière aussi sans ombre. C'est avec ce trou au cœur que nous devons continuer à vivre. Sans lui. Le 12 décembre 2017, après un dernier rendez-vous médical, il a décidé de déposer ses forces et d'abandonner ce monde et son sac à dos de souffrance. Sans un mot, le lendemain, il s'est retiré pour mourir dans l'appartement qu'il partageait avec l'amour de sa vie qui ne l'avait jamais quitté. Il avait 26 ans. Le 2 février 2018, il est parti sur la pointe des pieds dans les bras de sa petite Clélia à qui il a remis son ultime souffle. Depuis 4 années, la tumeur qui s'était glissée dans sa tête ne lui octroyait aucun répit. Elle a tout détruit sur son passage, grignotant peu à peu son corps et cette énergie formidable. Elle a sabordé progressivement ses capacités, sa vue, puis sa parole, ses muscles. Cependant, il a conservé ses facultés intellectuelles quasi jusqu'au bout, son intelligence assortie d'une combativité exceptionnelle et d'un humour sans pareil. Entre les médicaments et les 5 opérations, tous les soins de plus en plus invasifs, il est resté debout et digne en toutes circonstances, surtout dans les pires, masquant les douleurs sous le rire et les sourires. J'écris pour ne rien perdre de ce qu'il fut. Il demeure si peu de lui comme trace tangible et tant d'invisibles, d'inobservables, nos souvenirs. Nous sommes les porte-paroles de son courage, celui qu'il nous a transmis. Et ce bonheur qu'il a imprimé en nous pour toujours. Je veux l'évoquer, le ressusciter au monde des vivants, partager cette aura qui fut la sienne, unique et sacrée. Dans le combat des chefs, c'est son enfance et sa fin de vie que j'ai tenté de restituer. Ce livre a été mon compagnon pendant son agonie. À peine 2 mois, et Renaud franchissait le gué pour atteindre une rive qui n'était plus la nôtre. Je ne pouvais pas, je ne voulais pas céder une seconde d'inconscience pour des instants perdus qui m'écartaient de l'essentiel. L'écriture m'y autorisait. Nous n'avons pas tenté de le retenir, non.
Il lui fallait larguer les amarres les unes après les autres et laisser son corps meurtri loin derrière, loin de nous. Moi, sa mère, je tenais cependant depuis toujours entre mes mains de cœur à cœur, de ventre à ventre, le cordon ombilical qui nous avait reliés. Tandis que j'évoquais sa vie et sa lutte contre la chose, lui s'allongeait et attendait celle qui allait trancher nos liens. Car le vainqueur ce fut elle, invariablement elle. Quel que soit l'âge de la victime, elle est la maîtresse de la partie. D'elle, nous ne parlerons plus. En revanche, nous perpétuerons la mémoire de Renaud. Nous raconterons ses faits d'armes, telle une chanson de geste, celle de Renaud qui demeurera comme celle de Roland. Ce journal tente de restituer le parcours douloureux d'une maman dans l'après, quand tout est fini, d'une mère privée de son fils bien-aimé. Nous sommes devenus, mon mari et moi, des parents désenfantés, égarés sur l'île d'un chagrin qui n'aura jamais de fin. La peine est si extrême qu'elle en est inconcevable, indicible, et pourtant l'exprimer représente une nécessité. Si les mots n'aident guère, ils ont le mérite d'apparaître pour faire écho à d'autres dans ce malheur. 3-5-2018. Il y a exactement 3 mois et un jour que tu es mort, monté au ciel comme ils disent. Je reprends à 2 mains mon clavier pour te retenir ou pour t'attraper, mon cerf-volant. Tu voles parfois si haut que j'ai peur de te lâcher. Je te lance mes mots comme on envoie une corde vers la pointe d'un rocher, pour me hisser et grimper à ta rencontre. Si la corde ne suffit pas, je jetterai un filet pour te ramener plus bas vers moi sur cette plage déserte, orpheline de ta présence. Vers où es-tu donc parti et vers quoi? En ce matin de ta mort, ton corps détendu, enfin reposé. Sans tressaillement de douleur, sans couleur, froid et blanc. Je t'ai touché, et j'ai su que la vie s'en était allée. Il n'y avait plus que l'enveloppe décharnée de mon fils, de notre fils de 26 ans. Mon second, mon petit. Allongé dans votre lit, tu n'étais déjà plus tout à fait mon enfant. Juste une dépouille, celle de mon Renaud. Un corps, c'est une anatomie, une forme de tout le reste qui faisait ta différence. Voilà, tu es un gisant. À ce moment seulement, j'ai compris le sens exact du mot âme ou esprit ou conscience. À ce moment-là, seulement. Tu étais bel et bien parti. Tu t'es envolé, tu as disparu. Malgré tout, malgré nous, malgré la vigilance et les soins. Tu nous as été arrachés. On t'a enlevé. Avec quelle brutalité, mon cœur. Nous n'avons ni toi ni nous jamais décidé de cette fin. Nous n'avons jamais eu un mot à dire sur la question, pas plus toi que nous. Tu es mort dans les bras de la femme de ta courte vie, de la passion de ta jeunesse. Clélia m'a confié il y a quelques semaines que vous ne vous seriez jamais mariés, que vous auriez fêté vos 10 ans d'amour à Sétourou, la maison de campagne en Ardennes près d'Oufalise, une maison pour rassembler, où le confort compte moins que la chaleur qui se dégage des liens, un nid pour l'affection, l'amitié, le lâcher-prise, les vacances, les jeux de société, les promenades des hommes et des chiens, Django et Largo. Presque 10 ans, le bail de votre attachement l'un à l'autre, à 1 an près, 17 ans, 26 ans. Point. Elle m'a assuré que les chichis du genre mariage, ça vous énervait tous les deux. L'organisation sans doute, ces enterrements de vie de jeune homme ou de jeune fille très à la mode et qui coûtent. La mise en place d'une cérémonie avec invitation. Qui quoi, comment, banquet, bouquet et fleurs, dress code. Quant à la messe. Le choix des musiques, la préparation de l'office? Vous ne seriez pas allé jusque-là, libre et assumant vos positions laïques. Clélia ne m'a jamais parlé des enfants que vous auriez aimé avoir, peut-être plus tard, un jour, le moment venu. Il y a de cela une éternité, un siècle, comme chante Joe Dassin, elle avait évoqué devant moi l'idée d'habiter avec toi dans une ferme pour pouvoir cultiver un jardin, élever des poules. Vous aviez développé votre intérêt à l'écologie et au bio. Vous vous étiez mis à fabriquer des produits de soins, votre propre dentifrice et tu m'avais demandé de te procurer du bicarbonate de soude. Une histoire de 9 courtes années à 2, un peu plus du double du temps qu'il te restait à vivre lorsque le verdict est tombé. Une tumeur au cerveau de cette catégorie signifiait une sentence impensable, tout simplement inimaginable et aussi percutante qu'un knock-out dans un match de boxe. Un pronostic de 4 ans. Nous avions choisi de l'ignorer. Je n'ai jamais voulu te demander si tu étais allé consulter sur ton ordinateur ce que la littérature médicale racontait au sujet du xanthostrocytome pléomorphe à plage anaplasique. Moi, je ne l'ai pas fait,
au contraire de ton papa et de ton frère. Qu'est-ce que ça aurait changé? Tu étais condamné, mon fils, du moment qu'elle se dévoilait sous son nom barbare. Nous avons fait front. Nous nous sommes accrochés les uns aux autres, toi à la confiance en la puissance de tes forces. Et nous à toi. Et tous en la médecine. Nous avons désespérément voulu croire à un miracle aussi, pour déjouer la vérité statistique et ta mort programmée. La fougue, la passion et l'avenir ne peuvent pas mourir. Nous parlons plus librement Clélia et moi depuis que tu n'es plus. Que le pire est arrivé. Tout était si complexe alors. Elle n'avait pas le mode d'emploi pour accompagner son amoureux qui souffrait, et allait s'en aller. Nous n'en avions pas non plus pour dire au revoir à notre fils. À présent, les contraintes imposées par cette situation hors norme ont disparu. Nous étions alors obligés de masquer notre chagrin. La résistance de Clélia en dépendait pour te permettre de mourir en paix comme tu le désirais. Il lui fallait être forte pour deux, pour te soulager autant qu'il était possible. Une disponibilité totale lui incombait pour te nourrir, te laver, te tendre les bras, rester à tes côtés, te relever si les soubresauts de souffrance te jetaient en bas du lit, t'humecter les lèvres desséchées, te caresser, dormir auprès de toi, t'entendre, te murmurer ces mots que seuls les êtres qui s'aiment peuvent articuler au seuil de la mort. Et appeler l'infirmière ou le médecin, quand il convenait de te soulager. Elle a tenu la dragée haute au malin. Elle a élevé son drapeau de révolutionnaire en marche, puis est partie au combat, pour et avec son homme. Elle s'est engagée et elle n'a pas failli, dressant les barricades, plantant des piquets contre l'ennemi. Elle a tout essayé pour l'abattre, pourvu de son seul tempérament opiniâtre, optimiste, dans ce corps fluet, mais fort, brave et courageux. Mais elle a été vaincue. Ce n'était pas suffisant. Durant les 6 dernières semaines, Clélia la lionne a déployé des trésors de patience et de délicatesse. Pour la maladie, il était trop tard. Mais il lui restait une mission, garder à distance tous les fidèles et nous. C'était la tranquillité et l'isolement que réclamait ton corps épuisé. Renaud n'en peut plus, ne veut plus voir personne, a-t-elle dit simplement. Mais tes amis s'accrochaient toujours aux leurs, tu en avais vu d'autres, n'est-ce pas? Tu allais te relever et repartir, pensait-il. Lancelot et Dave sont venus me voir porteurs d'un message. Il faut espérer Anne. Renaud est fort. Je leur ai souri tristement. Cette naïveté de la jeunesse. Comment leur expliquer que la situation a changé, qu'il s'agit d'accompagnement dans une fin de vie? Oui, rien d'autre. C'est le moment de se dire adieu. Tu dois cheminer seul sur ce sentier auquel nous n'avons pas accès. Ils sont repartis. Ils ne m'ont pas cru. Je t'avais fait des glaçons de jus frais, et Clélia te les glissait entre les lèvres. Pour franchir l'étape qui te menait on ne sait où, il te fallait renoncer à toute nourriture terrestre. Tu étais devenu un anachorète perché dans sa cabane loin du bruit du monde, loin de nous déjà, si loin de tous, prêt pour la scène du duel entre elle et toi sous l'arbitrage de Clélia. On connaissait le résultat, les jeux étaient faits. Clélia la fidèle, l'obstinée, a refusé de te faire transporter à l'hôpital à l'instigation des infirmiers des soins palliatifs. Nous avons approuvé sa décision. C'était là ton chez-toi, votre chez-vous, la première demeure de votre couple, et ce serait la dernière. Vous l'aviez trouvée quelques 6 mois auparavant. Vous deviez vivre à deux comme n'importe quel chéri qui installe leur tanière. Vous aviez emménagé, entouré de vos familles et de vos camarades, dans ces 3 pièces en enfilade, typiques des logements bruxellois. Vous les aviez soigneusement garnis, une mise en scène de quiétude et d'harmonie, une table, 6 chaises, des armoires en bois clair, une salle à manger que nous avions chinée toi et moi chez Troc à Wavre, le dressing immense dans votre chambre, un présent du tonton. Une jolie couette de lit et des coussins, cadeau de mon ami monsieur, le tapis tunisien, don de Tati Berna, un canapé d'angle, un mobilier de terrasse pour deux, de tes grands-parents, tous ces riens qui créent le décor d'un engagement proclamant « c'est notre nid, un départ pour un avenir commun ». Une citadelle de tendresse, sympathique et accueillante pour charmant tourtereau. Il te restait quelques mois à vivre. La veille de ta mort, ton corps chaud, ton souffle ténu. Xavier, notre infirmier référent des soins palliatifs, nous a appelés en fin de journée. Il a dit « c'est le moment, allez-y ». Je n'aurais jamais cru entendre ça. Nous avons enfilé nos vestes, en automate, saisi les clés de la voiture.
Nous avons gagné la capitale, sans un mot. Nous avons sonné à l'appartement, et Clélia nous a ouvert la porte d'en bas. Nous sommes montés au 3e étage, tels des robots vers toi. Le corps connaît les gestes. Grimper les escaliers, frapper, attendre, bonsoir Clélia. Ce n'était pourtant pas le jour et l'heure convenue de notre visite, mais elle n'a rien dit. Nous avons ouvert la porte de votre chambre, et nous nous sommes penchés. Tes yeux clos, ton souffle, ta chaleur, ta maigreur, ta vie. Nous avons touché ton front. Tu n'as pas bougé. Tu respirais. Au revoir mon cœur. Nous t'aimons, nous t'aimerons toujours. Peut-être, nous reverrons-nous, qui sait? Ailleurs. Il n'y aura pas de demain. Pars. Endors-toi. Ce corps malade, laisse-le. N'aie aucun regret. Il est temps. Tu as accompli ta destinée. Ne te retourne pas. Au revoir, mon Renaud. Nous sommes sortis de la chambre sans un mot. Nous avons redescendu l'escalier, et nous avons marché jusqu'à notre voiture. Nous sommes rentrés à la maison. Tu allais mourir, nous ne te reverrions pas. Ton corps est si froid ce matin. Clélia nous a appelés. Renaud est mort vers 6 heures. Elle a éclaté en sanglots. Nous avons trouvé Clélia, seule désormais. La garde-malade partie, elle téléphonait à sa famille, aux amis. Nous nous sommes recueillis auprès de toi, de ton corps privé d'âme. J'ai posé ma main sur ton visage qui avait déjà viré au gris. Ta chaleur avait disparu, je ne l'aurais jamais cru. Il est heureux que nous ayons lâché prise. Nous t'avions donné notre aval. Je ne sais pas si tu en avais besoin, nous oui, pars mon petit, ton temps est terminé sur cette terre. Pars sans regret. Pourquoi toi et pas nous? J'ai tant prié pour mourir à ta place. Qui que vous soyez là-haut, prenez-moi. Pas mon fils. Qui que vous soyez, un peu d'indulgence. Il est si jeune. Mais personne ne m'a écouté. Tu t'es envolé, mon oiseau chéri. Ta voix s'est tue. Je ne l'entendrai plus. Ton sourire a disparu. Tes yeux se sont fermés définitivement, bougie dont on a soufflé la flamme. Ton pauvre cerveau maltraité est enfin en paix. Tes muscles ont fondu comme peau de chagrin pour ne laisser que les os. Tu t'es désincarné. Un long corps émacié, vidé de sa substance vitale. Mais tu es beau. Les rideaux de la chambre sont tirés. Je revois les scènes. Je les décris pour ne rien omettre. Pour être sûr de me rappeler. Nous parlons tout bas pour ne pas te déranger. Habitudes ancrées en nous durant ces mois. Ce sont les premières minutes du reste de notre vie sans toi. 4-5-2018. Vendredi. Je suis furieuse. Je te parle, tu ne réponds pas, je ne t'entends pas. Du coup, je t'engueule. Tu pourrais te manifester, non? Tu me déçois, comme m'ont déçu ceux que j'appelle familièrement tous mes morts. Tante Jean, Jean-Louis, Nadine, Jeanne, Mimi et tous les autres, de plus en plus nombreux à mesure que s'effiloche le temps qui m'a été donné sur cette terre où tu n'es plus. Depuis tant d'années. Comme je les ai secoués, convoqués, priés. Envoyez-moi un signe, n'importe quoi, aidez mon fils, préservez-le, échangez-moi contre lui. Les SOS, des incantations, des supplications, des insultes, des cris en vain. Trouverai-je des réponses? J'ai gratté la terre, j'ai griffé le ciel et l'air, j'ai hurlé dans la nuit. J'ai tant cherché un souffle d'espoir. Et j'ai cru déjouer le mauvais sort simplement en demandant grâce. Si vous existez, si Dieu réside tout là-haut, s'il y a quelqu'un, il va entendre la lamentation d'une maman déchirée, prosternée, humble. Mais personne n'a répondu. Et toi, où es-tu? Prouve-moi que tu vis quelque part, je t'en conjure à genoux. Je dresse la tête, j'écoute, je guette. Cet oiseau peut-être, un jet magnifique que j'aperçois sur l'arbre en face de la maison. Je ne le vois pas tous les jours. Ou l'écureuil, là? Si tu viens à ma rencontre, ton message, pas question que je le loupe. Je me retourne attentive, j'épie, renifle, j'ouvre grand les yeux et les oreilles, je suis prête. J'attends. Je décrypte, j'invente, je fabule, je construis. Et puis tout s'écroule. Ceux qui t'ont aimé te poursuivent-ils? Si tu es quelque part, n'importe où, dans l'ailleurs, prouve-le. Est-ce que sur ta planète, on se souvient des vivants? Laisse-moi croire que tu n'as pas totalement disparu, nous emportant à jamais dans ton oubli. Nous, on est restés en rade,
délaissée sur un sale coin de rivage moche, sur une plage de pierres sèches et coupantes comme les lames de rasoir, qui déchirent et font pleurer. Voilà, c'est fini entre nous? Je boude, je suis en colère, outré, désespéré. Cœur ouvert, saignant, désert, hémorragique des réminiscences de ces riens et de ces tout qui ont sculpté ta si courte vie. Où es-tu? Quand tu étais petit, dès que je posais un objet fragile à ta portée, il se retrouvait par terre. Tiens, cette lampe, achetée un jour et cassée en 2 morceaux le lendemain, que j'ai recollée. Elle se dresse toujours sur la console en verre au salon. Elle en dit plus sur toi que toi, à ta mère maintenant. Pourquoi le sort t'a-t-il arraché à nous, à tes parents, ton frère, ta chérie, ta famille, tes amis, tes copains, le monde entier? Bon sang, où es-tu? Ne répond que le vide. C'est fini entre nous, c'est fini. Je rentre du lac avec mon chien. Je rejoins le monde virtuel, celui du blog que j'ai créé au lendemain de la première hospitalisation qui allait sonner le glas de notre quiétude. J'ai plongé la tête la première dans un ailleurs qui ne sentait pas l'hôpital et ne suintait pas l'angoisse. Aujourd'hui, je joins Martine l'écrit turbulente et Isabelle des plumes d'asphodèle. En 4 ans de messages impersonnels, de textes à l'emporte-pièce, d'effleurements, les mots projettent malgré eux les silhouettes de leurs auteurs. C'est un théâtre d'ombre. Derrière on perçoit des fêlures. C'est comme ça que j'ai compris pour Martine. Une phrase, moi j'ai perdu bien plus. Isabelle, elle, a clôturé son site en expliquant que la santé de son fils et la sienne réclamaient des soins et une attention qu'elle ne pouvait plus assumer en suivant ses lecteurs. Je leur envoie un mail personnel. Martine se livre. Qui mieux qu'une autre mère pour comprendre le mal qui s'attaque à ses enfants? Ce jour-là, le virtuel a rejoint la réalité. Martine évoque son défunt fils Pierre qu'elle rencontre sur sa tombe quotidiennement. Elle sourit, je le sens dans son message. Elle aussi a sombré dans la colère, lui en voulant de son silence. Mais s'étend du coup l'espace de désespérance plus large que le deuil. Se priver de paix avec son fils, n'est-ce pas creuser davantage l'abîme qui sépare la vivante du mort? Mieux vaut l'illusion d'un dialogue que l'enlisement dans la folie solitaire. La réconciliation et le pardon avec la mort, étrangeté du désenfantement. Alors. Mon fils, excuse ma mauvaise humeur, pardonne mon agressivité, mes ressentiments. Parce qu'après tout, tu n'as rien demandé et surtout pas de mourir. Restons ensemble si tu veux bien, et finissons la route côte à côte. Ne tiens pas rigueur à ta pauvre mère de t'avoir secoué. N'as-tu pas payé chèrement la part de ta trop brève humanité? Sur ton chemin s'est présenté un tueur sans pitié. Il t'a pris pour cible. Mais en te condamnant, cette saloperie est morte aussi, faible consolation. La défaite est sans partage, nous en sommes les victimes collatérales. Mais je ne peux pas t'abandonner ni te laisser partir, pas cette fois. Il me faut imaginer l'air comme parcelle précieuse de ton âme. Faisons donc un brin de causette. Divagons. Continuons cette conversation qui ne l'est que pour moi. Bonjour mon trésor. Encore un jour sans toi, un nouveau jour du reste de ma vie. 5/5/2018. Cette fois dans mon rêve, tu étais là sans y être. Nous avions une réunion de famille où tout te nommait, l'ambiance, le climat, les états d'âme et l'humeur de papy. Mais je ne t'ai pas aperçu. Dans le précédent, tu étais assis devant l'ordinateur, au centre d'un groupe de familiers, Clélia penchée sur ton épaule. Tu parlais et tu souriais. J'ai entendu le son de ta voix. Dans un autre, le temps était magnifique, chaud, ensoleillé. Habillé de ton pantalon noir et d'une chemise blanche, tu t'occupais de tes scouts. La suite? Ils sont tellement douloureux, que je me réveille en pleurant. Je déjeune seul et je pars avec le chien. Quelqu'un m'a dit qu'ainsi tu me parlais, que tu continuais à me suivre de là où tu te trouvais. Que je te raconte un peu ma journée. Aujourd'hui, le soleil brille et ça m'apporte un peu de cette énergie qui me fait défaut depuis lors. Largo, le chien que tu m'as forcé à adopter est en pleine forme mais je dois le reprendre en main. Hier, il a couru après 2 joggeurs, ce qu'il ne faisait plus jamais. Et puis, Clélia tente à nouveau le permis de conduire avec moi le 17 mai. La survie passe par la réussite de cet examen, pour gagner en autonomie. Mais c'est dur, elle doit déjouer les pièges, les difficultés nombreuses, les limitations de vitesse, les radars, les priorités de droite, les créneaux, les démarrages en côte. Éviter les écueils.
Quelles excellentes métaphores du parcours de l'existence. Ta Clélia veille sur elle, tombée comme nous dans un fossé très profond. Comment la sortir du trou sans aide? Lance un grappin, un crochet, un filin pour l'en extraire. Tu vas le faire, c'est ta tâche où que tu sois. Guillaume, mon grand garçon, mon costaud, le sais-tu? A rencontré Margot si peu de temps avant ta mort, un mois peut-être? Tu ne pouvais plus te lever, tu n'étais plus conscient et tu ne l'as pas su. Voici qu'une fille entre dans la famille par une porte très discrète, la deuxième que Guillaume nous présente après 5 ans de célibat, du moins à ce qu'on en sait. C'est curieux la manière dont nous en prenons connaissance. Un soir, Karine, notre amie infirmière, débarque à la maison et lâche la bombe. Je ne devrais pas vous le dire, mais Guillaume a une petite amie. Nous tombons de notre chaise. Une information confidentielle, me précise-t-elle, que ses enfants l'ont sommée de garder secrète et qui nous fait sourire un peu, tandis qu'à quelques kilomètres de nous tu te meurs. Néanmoins de la douceur et la bienvenue. Cette information fut le seul rayon de soleil de toute cette période, comme un présage d'harmonie et de sérénité future pour se greffer sur la désolation à venir. Renaud, prends soin de Guillaume et de Margot et de Clélia, je compte sur toi. Reste parmi nous, avec nous. Puis je te cause de choses moins importantes ou plus intimes de ton père et de moi, dans la tourmente de ta perte. Pas facile de nous retrouver dans cet énorme espace de manque. Je ne veux pas égarer ma seule foi en toi, en ta présence à jamais dans mon être, au cœur du monde. L'autre jour, je suis allée manger avec une copine dont la fille, âgée d'une 50aine d'années, est décédée d'une tumeur au cerveau. Eh bien, malgré la tragédie, je ne peux me défendre du sentiment malsain de mettre en balance nos deux situations. Au moins, pensais-je, sa fille a-t-elle pu vivre plus longtemps que mon fils, quasi le double, elle? Je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Je statistique, je compte, je décompte. Je me giflerai. Honte sur moi. Le chagrin de cette mère est pourtant identique au mien. 50 ans pour une fille ou 26 pour un fils, sur quels critères estimer la perte? Quelques années ou quelques mois d'une vie, cela fait-il une différence? La détresse a-t-elle un poids? Peut-on la mesurer ou la calculer à l'aune des années ou des services rendus, des tâches accomplies ou non, du degré d'affection? Comment évaluer la douleur? Elle me tend un livre qui l'a aidée, dit-elle. Le deuil ensauvagé d'une psychanalyste au nom bizarre José Morel 5 mars. Je ne sais pas si je vais le lire ou pas. 22/5/2018. Je n'ai plus rêvé de toi. Est-ce un bon ou un mauvais signe? Les deux sont dramatiques. Le bon signifie-t-il que le travail du deuil s'accomplit ou que le chagrin s'estompe? Le mauvais est que je t'oublie peut-être, déjà? Mais ça, je refuse catégoriquement de l'envisager. Jamais. Parce que je ne veux pas découdre les fils qui attachaient nos liens à mes souvenirs. Comment une maman le pourrait-elle? Impensable. Quelle phrase idiote, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Bien des philosophes et des auteurs s'en sont offusqués avant moi. D'après mes recherches sur Internet, elle est attribuée à Nietzsche. A-t-elle été déviée de son sens premier? Souvent les citations obliques prennent la tangente pour coller à ce qu'on voudrait leur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.